Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un thème stratégique à partir de cette position. Je ne vous dis pas encore lequel, bien sûr. À partir de la position que vous avez sous les yeux et qui est issue d'un de mes matchs joués à Stockholm, un super jackpot. J'ai légèrement modifié la position pour des raisons un peu didactiques que je vous expliquerai probablement après. Voilà. Alors pendant que vous le réfléchissez, je vais meubler un petit peu. Depuis la dernière fois, j'ai fait pas mal de choses en termes de backgammon. J'ai donc été à Stockholm. Très beau tournoi dans une très belle ville, il faut le dire, où j'ai pas trop mal figuré du coup, puisque j'ai remporté le super jackpot. Voilà, bon résultat qui fait plaisir. Et ensuite, j'ai été à Monaco, où j'ai joué le double. Et on est arrivé en quart de finale avec mon partenaire Alexis Vincent. Alors, quart de finale, c'est un joli résultat, mais qui laisse un petit goût d'inachevé, évidemment. Voilà. Et mon partenaire Alexis Vincent, qui lui a fait un très très gros résultat, puisqu'il est arrivé 5e, 6e du championnat du monde. Et donc, c'est une très très grosse perf. Bravo à lui. Voilà, tout ça, c'était évidemment pour meubler pendant que vous réfléchissiez. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette position ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'on peut ancrer. L'encre au point 22 n'est pas la plus belle encre du monde, mais c'est tout de même une encre qui nous protège contre les tentatives d'attaque de notre adversaire, qui a quand même beaucoup de pions menaçants. Il a 14 pions dans la zone, pour les amateurs de ce type de compte. Et par conséquent, on se dit, on veut bien se mettre à l'abri. Bon. Et une fois qu'on a joué ça, avec le 3, on a un choix un peu délicat, mais probablement pas très important, on va dire, entre ce coup, que j'aime pas trop parce qu'il perd du contrôle, si tu tires 5-4, même 5-2, ou peut-être encore plus 5-3, on a moins de chances de le frapper que si on était resté là. Donc on envisage peut-être plutôt de faire le 3 à l'intérieur avec des plans comme l'attaquer au prochain coup, avec un 3, avec un 4, des combinaisons bien sûr de 6-4, 6-3, ce genre de choses. Bon. Ok. Maintenant, avant d'envisager les alternatives, il y a des alternatives. Qu'est-ce qui va se passer si on joue le coup naturel ? Eh bien, on va choisir celui-là, par défaut, jusqu'à mieux informer. Eh bien, risque fort de construire un point. Le point 5 ou le point 4 chez lui. C'est pas certain, Il y a quand même beaucoup de combinaisons qui font un des deux points. Vous pourrez les compter. Je vais m'épargner cette peine. Voilà, quand bien même il effraie pas, est-ce qu'on est vraiment ravi d'avoir fait cette encre qui nous permet pas de sortir facilement, puisqu'on est quand même primé, même si ce n'est qu'une prime de 4, entre guillemets, une prime de 4 c'est déjà quelque chose de très fort. On voit qu'elle fonctionne assez efficacement contre le point 22. Les 6 ne sortent pas. Et sans parler du fait même qu'elle peut s'étendre, on voit que ça va être assez difficile de sortir nos pions de l'arrière. Ok ? Bon. On voit comment ça va se dérouler de son côté, mais du nôtre, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, on n'a pas beaucoup de coups en fait. Même si on réussit à faire le point 2 sur sa tête, ce qui serait déjà assez chanceux, eh ben, on risque de manquer de timing. Imaginez, il fait le point 5, on fait le point 2, bon, un scénario qui est peut-être pas le scénario moyen, mais je le donne comme ça par acquis de conscience. On fait le point 2. Si vous visualisez la position, vous vous rendez compte que ça va être très difficile de sortir. Il va falloir qu'on tire 2 fois un as, puis 2 fois un 6. Tout ça sans s'écraser, alors qu'on n'a pas un timing énorme. Donc on est dans une version de prime contre prime où on n'est pas favori étonnamment. Malgré le fait qu'on ait 4 portes contre une seule à l'intérieur, 2 après la construction du point 5 ou du point 4. On a 2 pions arriérés contre un seul. Et ça va être difficile de s'en sortir.
Voilà, j'ajoute encore 2 points. Lui, il a besoin que d'un 5 pour sortir. Après quoi, il sera très grand favori, bien sûr, s'il n'est pas frappé. Même s'il est frappé, ce ne sera pas un drame. Les 5 en question sont assez bien diversifiés avec ses meilleurs jets qui font le point 5. 4-1, 4-3, 4-2, etc. Et en fait, il a que les 6 de pas terribles chez lui, qui seront pas forcément dramatiques, mais bon, il sera pas ravi de tirer un 6. Tous les autres jets seront bons. Voilà. Et de notre côté, on peut noter que les doubles, en particulier les gros doubles, seront catastrophiques. Regardez comment joue double 5 par exemple. Comment joue double 4. Un peu mieux, mais on va pas faire la fête quand même. Voilà. Double 6, ça peut paraître joli, mais ça va précipiter notre écrasement. Hein. Ok, on fait cette porte sur sa tête, on est forcé de mettre le pion en point As, mais pendant ce temps, tout ça bouge pas. Et entre-temps, s'il a fait une des 2 portes, on sera dans une situation vraiment difficile. Alors, envisageons des solutions alternatives. On sait jamais des fois que je fasse pas cette vidéo totalement au hasard. On peut essayer de monter au pied de la prime, courageusement, avec le 2. Ou alors monter sur un point peut-être un peu moins dangereux avec le 3. Bon. Et on cherchera le complément, le décomplémentaire, le numéro complémentaire plus tard. Alors, je joue 22-20 et admettons 8-5. Bon. C'est intéressant parce que s'il fait 4-3, 3-2, enfin tous ces trucs qui font le point 20, finalement, qu'on soit là ou au fond, de toute façon on n'est pas content. Donc, c'est des jets qui étaient déjà très bons. Est-ce qu'on les rend bien meilleurs en mettant le pion sur le point 20? C'est pas sûr. Par contre, s'il ne fait pas le point 20, on peut sortir. Comment ça va être intéressant? Ok. Ça ou ça? Mon cœur balance. Pourquoi pas les deux? Ah non mais là on va se faire massacrer. On va se faire massacrer, sauf que les 2 pions se protègent en quelque sorte mutuellement. Dans le sens où, s'il fait le point 5, vous avez la possibilité d'ancrer au point 4. S'il fait le point 4, vous avez la possibilité d'ancrer au point 5. S'il fait rien de tout ça, eh bien, on pourra sortir avec les 6, les 5, ancrer avec les As. Bon, je pense qu'avec presque n'importe quel coup, il va nous attaquer. Mais bon, attaquer avec un 6 et As, par exemple, c'est pas forcément génial. On peut ajouter quelques trucs, c'est que des jets effrayants sont quand même dupliqués. 4-3 ou 3-2, par exemple, ça fait le point 4, ça fait le point 5, bon. Donc il y a probablement un peu moins de danger que ce que le visuel nous suggère, on va dire. Des coups comme 4 As aussi, qui ferait une double frappe, bon, ça fait pas une double frappe puisque ça fait déjà le point 5. Vous allez me dire c'est pas mieux, mais bon. Une fois encore, s'il fait le point 5, vous êtes mal de toute façon. Donc laissez-vous la possibilité de tirer le 4 pour ancrer, ou, ce qui est pas mal non plus, une combinaison de type As6 pour sortir. Si vous faites la somme de toutes les combinaisons qui ancrent et de celles qui sortent, eh ben, ça fait quand même pas mal. Tous les 4, 3 As, double 2, et tous les 6. Alors les 6, est-ce qu'on va vraiment sortir ou est-ce qu'on va frapper? C'est une question subsidiaire qui n'est pas sans intérêt, mais au fond, peu importe. Parce que si on ne doit pas sortir tout de suite et qu'on doit frapper, ça sera quand même une bonne chose d'avoir mis le pion au point 21 au pied de sa prime. Le pied de la prime est le point le plus élevé où il n'y a pas encore de porte. Voilà. Alors dans quel cas ce genre de coup est-il bon? On va se poser la question de manière générale avant de revenir à cette position. Alors, ce genre de coup, je vais donner un petit nom parce que il n'y en a pas, moi, à ma connaissance, dans la littérature. Quand vous montez donc sur les 2 points les plus élevés, donc le pied et le point suivant, moi j'appelle ça forcer le passage. Vous forcez le passage dans les rangs ennemis. Bon. Alors je vais vous donner une petite réponse générique avant d'essayer de détailler.
ce coup est bon quand vous êtes en train de perdre la bataille de prime. Il n'y a rien de plus fort qu'une prime au backgammon. Et si votre adversaire va vous primer, alors que vous n'avez pas une prime suffisamment forte de votre côté, ou quelque chose de vraiment fort, un blitz compensatoire ou quelque chose comme ça, mais surtout une prime de votre côté, eh bien, ce type de coup devient intéressant. Avec cette protection mutuelle offerte par la possibilité d'ancrer sur une des ancres, sur un des points, disons, si on est frappé sur l'autre. Alors, voici une position exemplaire dérivée de la précédente, où je pense que pas mal de bons joueurs trouveraient le coup, en tout cas. Voilà, on a une situation de prime contre prime, où la prime adverse est clairement plus forte que la nôtre, et il a qu'un pion aéré contre 2. Et son timing est tout à fait acceptable. On peut faire le point 3, 6-3, 5-3, mais si on fait le point 3, ben on sortira jamais du fond. Et vous voyez qu'on a peu de chances de compléter notre prime en faisant le point qui nous manque, c'est-à-dire le point 7, hein, pour l'enfermer. Et un pion tout seul, c'est beaucoup plus agile que 2 pions. Et il suffit qu'il fasse un 6 et quelque chose, et la partie est perdue. C'est la raison pour laquelle on doit utiliser la tactique que nous venons de montrer, et monter au pied de la prime avec le 3, et à l'autre avec le 2. Forcer le passage, voilà. Je montre l'évaluation ordi, qui montre bien que ce coup est le plus fort, et le coup qui fait le point 3, le coup on va dire un petit peu sans réfléchir, est derrière. Alors, il y a une circonstance tactique qui peut vous inciter à jouer ça, qui est que les points 7 et 8 et 9, adverses sont strippés. Strippés, c'est-à-dire dénudés, hein, il n'y a que 2 pions sur ces cases, et donc si ils utilisent ce constructeur pour faire une porte, ils cassent le point en question. Donc s'ils tirent par exemple 5 et 3, eh bien, vous aurez la possibilité d'ancrer comme avant, mais aussi le 6 qui vous procurerait un return shot. Donc à 6, 2, 6, 3, 6 permettrait de frapper. Pareil, ou peut-être pire avec 5 et 4. Ou est-ce qu'il a envie de faire le point 4 en vous laissant des return shots à base de 5 et de 6? Est-ce qu'il préfère faire le point 3 qui est un peu moins bon? Voilà, ces questions ne se seraient pas vraiment posées si vous aviez laissé le 2e pion au fond. Et donc c'est encore un exemple de protection mutuelle de ces pions. Alors les points strippés, c'est un indice tactique, mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'il avait moins de chances de construire une prime sans casser une porte déjà établie. Donc c'est un indice tactique, mais qui n'est pas forcément une caractéristique indispensable. Ça a aussi un petit désavantage. Voilà. Alors autre exemple et autre indice, la présence d'une encre avancée, d'encre au point 5 ou au point 4. Les encres au point 5 ou 4 ne peuvent pas être primées. L'encre au point 3 peut parfois être primée, a du mal à s'extraire d'une prime. Pour des raisons que je développe pas, mais qui se comprennent assez facilement, je pense. Voilà. Donc dans cette position, c'est assez simple, vous pouvez pas primer votre adversaire. Et lui peut vous primer. Vous avez perdu la bataille de prime avant même qu'elle ait commencé. Et donc il faut, avant même qu'elle ait commencé, avant même qu'il ait fait une porte, il faut commencer à s'extraire. Même en étant en retard à la course, et même en n'ayant pas les meilleurs boards. Voilà. Donc le meilleur coup, 23-20. 23-21, pardon, 24-20. Voilà, alors que si vous jouez un coup un peu mondain, genre 13-7, eh ben c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Ça ressemble à une grosse erreur, et pourtant. Des coups comme 24-20 et 13-11 qui répondent en partie à la problématique sont déjà un peu meilleurs. Mais ce principe de forcer le passage
est encore le meilleur. Voilà. Je pense que pas mal de joueurs trouveraient le coup dans une position comme celle-ci, où on tirerait 4 et 3 par exemple. Mais que curieusement, quand on est déjà splitté, les gens sentent beaucoup moins l'urgence qu'il y a à contrer ce plan de prime. Alors, exemple extrême dérivé du précédent sur des bases un peu similaires. Voilà une position qu'on pourrait qualifier de désespérée. Alors, on a le Vido chez nous, mais si les Noirs avaient le Vido, ils auraient un cube sur n'importe quel coup. Un double passe, hein, soyons clairs. Alors, doit-on forcer le passage malgré le danger extrême qui nous guette, ou doit-on passivement attendre la mort, mais pour ne perdre qu'un seul point et pas deux, pas de gammon. Bon, c'est un peu moins clair dans cette position, parce que c'est une position évidemment extrême. Mais il se trouve que c'est encore le coup d'une petite marge. Hein. Alors on gagne beaucoup plus de parties en montant comme ceci sur les 2 points les plus hauts. Mais on perd nettement plus de gammon. Bon, ce qui est un résultat assez attendu. Voilà. On gagne 5% de chance de gain pratiquement et on perd plus de 10% de gammon. C'est un échange difficile à évaluer en partie. Mais bon voilà, même dans une position où encore une fois vous avez un retard à la course considérable, votre adversaire a la meilleure board, il a clairement énormément de menaces, et bien tactiquement, c'est justifié par le fait que vous pouvez ancrer sur une des 2 cases au prochain coup, que vous avez quelques return shots quand il frappe avec un des points strippés, et tout. Voilà. On pourrait changer le nom et appeler ça le Double Falcon interne pour les spécialistes. Non mais ouais. Bon, oubliez ça. Alors certains pourraient dire tout ça c'est sympa, mais ces coups ne sont bons que parce qu'on n'a pas vraiment d'alternative dans toutes les positions que tu as montrées. Hein. Cette histoire stratégique de prime sans timing, blablabla, tout ça c'est pas très important. Mais regardez plutôt cette position. 2 et As. Impossible. Vous n'allez pas me dire qu'il faut forcer le passage plutôt que de faire une prime de 5. Restons sérieux. Mais cela dit, si on fait cette fameuse prime de 5, de cette manière-là, ils risquent eux-mêmes de faire quelques points. Le timing nous est clairement pas favorable, il a son encre. Donc on ne pourra jamais l'empêcher de sortir avec un 6, alors que nous, ça va être très dur de sortir. Est-il possible qu'on doive jouer 2 et As comme ceci? Non. Je ne peux me résoudre à le croire. Et pourtant, grosse erreur de faire ce point, qui nous amène dans une situation de prime contre prime, où, croyez-le ou non, mais on n'est pas favori. On a une encre médiocre, qui nous prémunit contre les gammons, mais qui fait pas grand-chose d'autre, qui est assez statique. Au prochain coup, vous allez casser quelque chose, probablement le midpoint, tandis que lui ne va faire qu'améliorer sa position. Le backgammon est un jeu dynamique. Il ne faut pas prendre une photo de la position et se demander si c'est joli, mais il faut se demander comment la partie va évoluer. Je rappelle qu'on est forcé de jouer, on ne peut pas dire je passe, ce dé je le joue pas, et donc la partie va pas évoluer en votre faveur dans ce cas-là. Notez que quoi qu'on joue, on est outsider. Hein. Malgré notre meilleur board, notre prime censément forte, etc. Eh bien, il y a des histoires de timing qui sont plus importantes que l'avance à la course. Il y a des histoires de force de l'encre et de comment la position va évoluer. Dernier exemple, un peu dans la même veine. 5 et 3, dans une position d'ouverture assez standard, hein, rien de spécial. La plupart des joueurs, je pense, auraient au point 22 et 13-8. Mais tous les ingrédients dont nous venons de parler sont réunis. Notre adversaire a une encre, un projet de prime, même s'il n'y a pas encore de points faits, il est clair qu'ils peuvent en faire dans les prochains coups. Quelques points strippés pour des avantages tactiques. Vous avez le meilleur board. Vous n'êtes pas gêné par les confrontations, les batailles de frappe, comme on dit. Et par conséquent, vous sortez
au point 20 et vous montez au point 21, forçant le passage. Voilà. L'écart est plus ténu, parce que la menace de prix n'est pas non plus si forte que ça, mais elle existe, et donc le meilleur coup reste de monter sur les 2 meilleurs points. Revenons à notre position initiale. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt un cas où il faut ancrer? Malgré tout ce que j'ai dit, ce serait étonnant. Hein. Vous ancrez, votre adversaire peut faire le point 5, le point 4, avec les 5 il va sortir, et il n'y a que les 6 avec lesquels vous serez relativement content. Mais au fond, s'il tire un 6, vous préféreriez pas avoir joué 24, 21, 22, 20, être monté et avoir la possibilité d'ancrer sur une vraie ancre, ou de sortir, contrôlant la zone, pour que l'adversaire ne puisse s'échapper. Bon. Voilà, faire le point 22, moins 0,187, donc une blunder absolument considérable. Tandis que, eh bien, le coup forçant le passage était la bonne réponse. Alors c'est quand même mieux de monter au point 20 sans forcer le passage avec le deuxième pion, voire même d'aller au 21, c'est un peu moins fort, que d'ancrer. Hein. Parce que vraiment l'enjeu est de s'extraire, de réussir à s'en sortir, et encore une fois, de toute façon, s'il fait le point 5, vous serez pas content. Alors par souci un peu d'honnêteté, je vous montre la position qui est réellement survenue à Stockholm dans le super jackpot. J'ai mentionné que j'avais remporté le super jackpot de Stockholm. Voilà. Alors voilà, il y avait 2 et 1 à jouer, et donc évidemment, je jouais 22-20, 22-21. Hein, c'est pas la peine que je le cache plus avant. Mais je trouvais que c'était moins c'est une position, c'était moins clair. Déjà, l'erreur est moins importante hein, si vous faites un coup ordinaire. Puis, il y avait un score qui compliquait tout, moins 10, moins 3. J'aimais bien ne pas stripper ce point pour que ça soit plus menaçant. Et voilà, donc j'ai préféré mettre la position par laquelle j'ai commencé. Voilà, je dois ajouter une chose, c'est que c'est un coup avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal personnellement. Hein. C'est un coup très contre-intuitif. Et il m'arrive très très souvent de le rater encore aujourd'hui, alors que j'ai une base de données importante de cas dans lesquels il faut faire ça. Donc si vous-même le manquez, si c'est un coup qui vous paraît difficile, c'est normal. C'est pas un coup facile du tout. Hein. Je trouve ça beaucoup plus dur que le banana split par exemple, dont j'ai expliqué les ressorts dans une autre vidéo, et qui dont la difficulté principale est de l'envisager. Mais après, ça devient rapidement un coup évident quand on l'a considéré. Le coup qui force le passage est difficile à envisager aussi, et même en l'envisageant, c'est assez difficile de s'en convaincre. Il faut garder la tête froide et trouver les raisons rationnelles qui permettent de jouer ça. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, enfin tous ces trucs. Voilà. Pour ma part, je serai bientôt à Skopje, où je défendrai les couleurs de notre belle fédération, hein, puisque donc je jouerai le championnat du monde par équipe dans l'équipe de France, avec une équipe sympa, donc ça va être sympa et forte. Donc ça va être super. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne faites pas trop de blunder.